Je trouve pas que l'investissement est peut-être moins rentable. Les prix de Paris sont chers, mais ce sont des valeurs qui sont sûres. J'ai noté les surfaces que tu as données parce que je trouve ça vraiment très petit. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et pour te donner un ordre d'exemple, la moyenne des appartements qui ont été vendus a été vendue à 14 000 € le mètre carré. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, une nouvelle saison. Comme vous avez peut-être remarqué, on n'est pas dans le même staging, on n'est pas sur le même endroit. On avait l'habitude de le faire à la maison. Et aujourd'hui, on est à Paris, dans les locaux de Grégory Twitou. Comment ça va aujourd'hui, Grégory? Super, Je suis impeccable. très heureux vraiment de faire ce nouvel épisode, nouvelle saison. Tu es un des premiers Je suis ravi. de la nouvelle saison. Donc, tu es le PDG de Spring Ingénierie Immobilière. Exactement. La première question que j'avais envie de te poser, pourquoi le mot ingénierie dans le nom de votre compagnie? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, faire de l'immobilier, ça nécessite quelques connaissances et quelques montages également pour pouvoir faire des acquisitions en résidence principale, intégrer la holding comme associé. Il y a plein de petites astuces qui nécessitent un peu d'ingénierie. Et donc, l'ingénierie, elle est à la fois patrimoniale et technique dans nos métiers. Donc, on l'a intégrée dans notre nom. Parfait. Alors, avant de revenir aussi sur votre modèle d'affaires, etc., j'aimerais bien que tu expliques un peu aux auditeurs un peu ton parcours, la création de la compagnie. J'avais compris aussi que c'était très familial. Oui, tout à fait. Ton cheminement aussi. Bien sûr, avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé par, à la fin de mes études, je me suis orienté directement vers l'immobilier. Et j'ai eu une expérience. Dans un premier temps, j'ai géré une agence immobilière Century 21, qui était pas très loin dans le 8e. Et donc, on était franchisé. Donc, je m'occupais d'une équipe d'une dizaine de personnes. Et donc, j'ai commencé manager à l'époque. Et j'ai démarré dans cette activité en gérant donc cette agence. Et ensuite, j'ai très vite commencé à développer des opérations sur lesquelles je m'occupais principalement de la commercialisation des immeubles qui étaient mis en découpe dans le giron familial des opérations parisiennes. Et ensuite, j'ai créé donc Spring Ingénierie Immobilière, qui est mon entité depuis maintenant une quinzaine d'années, où je réalise mes propres opérations immobilières pour mon compte ou pour le compte de ma famille, sur lesquelles on développe, on achète, on rénove, on conserve, on peut garder un patrimonial, ou alors on fait des opérations value-add, on achète, on rénove, on vend. Donc, et ça dans le cadre de trois types d'actifs, donc l'habitation, les bureaux et le commerce. Sur ces trois types d'actifs, c'est quelle proportion tu dirais que tu donnerais à chacun et aussi à peu près votre volume, on va dire, parce que bon, c'est vrai que c'est difficile à chiffrer en termes de commerce, etc. On a un volume qui n'est pas énorme, ça va très très vite avec les acquisitions, mais les belles années, on arrive à faire entre 50 et 80 millions d'euros d'acquisitions par an. Et si on devait donner une proportion sur chaque classe d'actifs, on a à peu près 60% de résidentiel, contre à peu près 20 à 30% de bureaux et le reste en commerce, donc à peu près 10% pour le commerce. Après, le commerce, c'est particulier pour nous parce que c'est une partie qui est en patrimonial, quoi qu'il arrive, donc c'est un récurrent sur lequel on conserve nos petits murs de boutique après, pendant des années et des années qu'on garde. Voilà. On va faire beaucoup d'alternance et de différence entre le marché montréalais que je représente et le marché parisien que tu représentes. Chez nous, vraiment, c'est tout ce qui est courtier résidentiel, ça veut dire les agents immobiliers chez vous. Il y a une grosse partie qui est vraiment centrée sur le résidentiel. Très peu de courtiers agents se concentrent sur le commercial, industriel. Est-ce que de votre côté, tu dirais que c'est la même chose? Non. Ou c'est vraiment… Non. D'abord, le résidentiel chez nous, à la location par exemple, ou à la vente, c'est des classes d'actifs qui sont déterminants, puisque c'est une des premières nécessités pour les Français, c'est de se loger. Donc tu as une partie qui veulent acheter leur résidence principale, parfois ça s'appelle même des primo-accédants, parce que c'est leurs premières acquisitions. Ceux-là, s'ils ne sont pas aidés par les parents, c'est toujours un peu plus compliqué, donc ça bataille un peu plus. Et ceux qui n'ont pas les moyens, pour beaucoup, en tous les cas d'entre eux, la majorité, louent des appartements. Donc on a un parc locatif qui est assez important et qui, de ce fait,
est souvent saturé. Il y a très peu d'offres à la location. Voilà. Et concernant les rendements, par exemple, tu me parlais du Canada, même si ici la mode est arrivée de faire du Airbnb ou de la location saisonnière, c'est toujours moins rentable que les classes d'actifs de bureau ou de commerce. Ok, voilà. Très intéressant. Okay, parce que de notre côté aussi, bon, ça va dépendre aussi du deal, mais on va en revenir après. Je voulais vraiment que tu détailles un peu votre modèle d'affaires en partie pour ensuite qu'on parle là-dessus. Donc c'est vraiment, comme tu as dit, c'est pratiquement divisé en 3 actifs. Oui. Est-ce que vous faites seulement de l'acquisition? Est-ce que vous gérez d'autres biens à côté ou c'est seulement les vôtres? Non, c'est seulement les nôtres. Nous, on a un partenariat avec on a la banque au capital, donc qui s'associe à nous pour pouvoir réaliser des opérations immobilières. Les opérations qu'on engage sont des opérations propres, c'est-à-dire que ce sont nos opérations dans le cadre de notre développement et on ne travaille pas pour le compte de tiers. Donc c'est tout ce qu'on fait nous, c'est notre argent, notre engagement et c'est généralement comme ça qu'on travaille. Après, dans le déroulement des opérations, tout démarre d'un appel d'offres, parce que souvent les dossiers c'est rare qu'on ait du gré à gré, mais c'est plutôt des appels d'offres sur les immeubles importants et qui émanent souvent d'ailleurs de compagnies d'assurance. Et à ce moment-là, une fois qu'on a remporté l'appel d'offres, on met en place toute une stratégie pour redévelopper l'actif et le resituer dans le marché parisien. Okay. Voilà. Donc si j'ai bien compris, quand vous trouvez des immeubles à l'achat, comment ça se présente à vous? Est-ce que c'est un courtier, un agent immobilier qui vous le présente? Est-ce que c'est une banque? Non, alors c'est souvent c'est la plupart du temps des courtiers nationaux qui nous amènent les dossiers et qui nous font participer aux appels d'offres. Ça peut être également les notaires qui, eux aussi, nous envoient des dossiers dans le cadre d'appels, ce soit des appels spontanés ou également des appels d'offres. Quand tu dis appel d'offres, parce que je suis sûr que les gens ne vont pas comprendre chez nous au Québec, mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire donc le bien est présenté à plusieurs personnes et c'est le premier qui donne la meilleure offre? C'est une concurrence, absolument. Il y a une date de remise, en fait. Si tu veux, dans ce cadre-là, le processus est très simple. Il y a une sélection en amont des investisseurs qui sont capables d'acheter ce produit. Donc, une fois qu'ils ont fait cette sélection, ils nous envoient les dossiers et ensuite il y a une date butoir. Et à ce moment-là, on doit remettre donc notre meilleure offre et ensuite ils récupèrent la meilleure offre pour pouvoir la passer en comité auprès des vendeurs et accepter l'offre la mieux disante pour pouvoir acheter. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc dans ce cas-là, le vendeur, il aura toujours… Il optimise grâce à cet appel d'offres le meilleur prix en fait. Ok. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça, mais il y a beaucoup moins d'appétence et d'appétit pour les investisseurs en ce moment. En tout cas, ces 18 derniers mois. Donc, c'est un peu plus délicat et plus compliqué pour aujourd'hui vendre un actif. Ok. Bon, on va revenir sur l'état actuel du marché immobilier. J'avais noté une phrase, donc je vais te citer. Donc, nous avons fait le choix de nous positionner essentiellement sur Paris et la petite couronne. Pourquoi ce choix? Eh ben, c'est très simple. Les valeurs parisiennes n'évoluent pas tellement. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque d'un bien, que ce soit un immeuble ou un appartement ou un bureau ou un commerce, fluctue bien sûr, mais on est sûr de retrouver nos vraies valeurs, en tous les cas les valeurs d'acquisition au démarrage, quand il s'agit de Paris. Voilà. Quand on s'éloigne un peu trop et qu'on achète par exemple un immeuble de bureau en première ou en deuxième couronne, c'est forcément un peu plus compliqué à la fois de le relouer, à la fois de le revendre. Donc on se concentre sur Paris parce que dans les temps difficiles, on est sûr d'avoir les mêmes valeurs à peu de choses près. On retrouve des valeurs vénales qui sont des vraies valeurs au bas mot au moment des acquisitions. Voilà. Mais dans ce cas-là, tu ne trouves pas que l'investissement est peut-être moins rentable sur Paris que… Disons que si vous achetez… Il est moins rentable, bien sûr, tu as raison, parce que les prix de Paris sont chers, mais ce sont des valeurs qui sont sûres. C'est-à-dire que le coût de l'argent par rapport à l'actif et par rapport au prix d'acquisition font que tu as un rendement. Le rendement parisien, en bureau notamment, souvent c'est inférieur à 4% dans Paris. Aujourd'hui, la donne est un peu différente parce que les taux sont chers. Et donc, il y a un ajustement qui est en train de s'opérer. Mais
Avec un rendement à 4% quand tu achètes du Paris en bureau en plein quartier central des affaires, c'est une valeur qui est sûre. Oui. Voilà. Oui, j'imagine que en fait, le plus compliqué dans ces affaires-là, c'est de trouver l'immeuble. Le bon bien et de trouver le bon achat au bon prix. Voilà. Et après, là où on arrive à faire des belles acquisitions, c'est toujours au moment où on achète les immeubles. Voilà. Ouais. C'est là où on fait des vraies affaires. Mais je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens vendeurs sur ces biens-là? Parce que c'est quand même Paris, c'est quand même une ville historique, le prix de l'immobilier va faire que grimper, on est d'accord? Donc... En ce moment, un peu moins, mais oui, en règle générale, quand tout est stabilisé, on a une augmentation annuelle des valeurs immobilières, c'est sûr. Maintenant, c'est le jeu de l'immobilier, c'est-à-dire que quand on analyse plusieurs dossiers dans l'année, il y a des moments où on va trouver le bon dossier au bon prix, au bon moment. Et en fait, c'est ça l'immobilier, c'est d'avoir une adéquation entre le temps, le moment où on reçoit le dossier à la vente et le moment où on l'achète. Donc c'est une concordance de plusieurs éléments qui font que tu fais une bonne affaire. Avec le prix du mètre carré actuel, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'acheter un bien immobilier sur Paris? En investissement ou en résidence principale? On va dire en investissement d'abord. Ça peut bien sûr. On a un cas très précis puisqu'on a fait une opération dans le 9e arrondissement et on avait des petites surfaces, 15 mètres carrés, 28 mètres carrés, jusqu'à 40 mètres carrés. Et on a décidé de faire, c'était un ancien hôtel, donc on a gardé l'idée de l'hôtellerie et on a fait par exemple des travaux sublimes dans les parties communes comme dans un hôtel et on a également fait des travaux dans les parties privatives. Pour répondre à ta question, puisqu'on est en plein dedans, on a vendu 80% du programme à des étrangers, en pied-à-terre. Okay. Donc la réponse est oui. Quand on voit qu'on a des Canadiens d'ailleurs, des Américains, des Italiens, on a des Allemands, on a un peu toutes les nationalités qui ont acheté un pied-à-terre à Paris. Oui, ça vaut le coup, bien sûr. C'est très intéressant d'acheter à Paris parce que d'abord, quand tu n'y viens pas, tu as toujours la possibilité de le louer. Ça permet de capitaliser aussi et avoir un pied-à-terre à Paris aujourd'hui, c'est quand même appréciable. Ouais. Non, j'ai noté les surfaces que tu as données parce que je trouve ça vraiment très petit. Ouais. Et nous, de notre côté aussi à Montréal, en fait, ça commence à se standardiser, cette idée de faire petit. Je ne sais pas si tu connais un peu notre marché, mais de notre côté, il y a beaucoup de nouvelles constructions. On appelle ça des constructions neuves. Donc, il y a pas mal d'immeubles, on appelle ça des tours à condos, qui se montent dans des quartiers qui étaient auparavant industriels. Ouais. Et quand je suis arrivé, moi, en 2015, les surfaces c'était rien à voir avec ça. C'était, je te dirais, minimum 50, 60 mètres carrés pour une chambre à coucher. Donc, pas de 2 pièces, c'était vraiment une chambre fermée. Et les studios, ça restait autour de 35, 40 mètres carrés. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les promoteurs veulent standardiser j'imagine rentabiliser un maximum l'immeuble, mais c'est comme les gens vont être d'accord à acheter la plus petite surface à un prix, on va dire, au pied carré qui est peut-être décent, mais de votre forcément, côté… Pas forcément, parce que là, on a, comme si tu veux, dans les temps un peu compliqués de l'immobilier, quand il y a des variations de taux notamment, et quand on sent que le marché est un peu grippé, on apporte beaucoup plus de savoir-faire et de travaux pour pouvoir vendre. Du coup, dans le cadre de cette opération dans le 9e, on a réalisé des travaux dans les appartements du clé en main. Et ce qui permet tout de suite de pouvoir s'y installer, de faire un pied-à-terre ou de le louer tout de suite. Donc on est rentré dans ce cadre-là. La typologie maintenant, tu parles de la surface, la typologie de ces appartements, elle varie pour nous en fonction des immeubles, puisque nous on achète beaucoup d'immeubles anciens. On ne fait pas de promotion immobilière. La promotion immobilière, comme tu l'as décrit là, à Montréal par exemple, c'est un cadre comme à Paris, où plutôt d'ailleurs les promoteurs interviennent surtout chez nous en première et deuxième couronne. C'est un autre métier. Oui, parce que j'imagine que dans Paris, il n'y a pas de place pour construire. Il y a très peu, il y en a donc c'est beaucoup, ça se fait aussi chez nous aussi. Donc tu achètes un immeuble qui a peut-être 50, 60, même chez vous, même plus, 100 ans peut-être. Oui, bien sûr. Donc, et à partir de là, tu rentres dedans et tu essayes de faire des rénovations partielles ou complètes aussi. Ça va dépendre du Mais c'est ça qui fonctionne aujourd'hui
Et pour te donner un ordre d'exemple, la moyenne, puisqu'on a vendu 80% du programme, la moyenne des appartements qui ont été vendus a été vendue à 14 000 € le mètre carré. Donc, en soi, c'est cher, mais on a quand même tout vendu. Ouais. Et on a des typologies qui sont effectivement des studios, 2 pièces, 3 pièces. Et l'idée, si tu veux, dans les studios, c'était d'avoir une chambre d'hôtel. Oui. Et c'est ça, en fait, qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Donc c'est du meublé, j'imagine. Absolument. Meublé, équipé, ouais. Cuisine rénovée, etc. Tout est livré clé en main, avec un service après-vente, évidemment, s'il y a un problème ou quoi. Donc aujourd'hui, on développe beaucoup ça, et ça fonctionne, parce que les clients acquéreurs n'ont pas le temps de faire leurs travaux. Puis c'est toujours une partie, si tu veux, qu'ils veulent déléguer, ou dont ils ne veulent pas tellement s'occuper. En tout cas, ça, c'est une certitude. Tu dirais que les investisseurs, ça serait plus des gens qui vont... qui seront éventuellement des étudiants ou qui vont louer à des étudiants, ça reste très jeune, j'imagine. Alors on a ce cadre-là, on a des investisseurs effectivement qui veulent louer à des étudiants, et on a aussi des gens qui veulent faire de la location saisonnière ou de la location mobilité. Donc ils louent des appartements pour des cadres qui ont besoin de se loger à Paris pour des durées assez courtes. C'est ça, 2-3 mois. Ouais, absolument. Ça, je voulais vraiment qu'on en parle, les restrictions que vous avez ici. Est-ce que tout le monde peut louer en dessous d'un mois? Est-ce que c'est assez libre sur ça? Est-ce que vous avez, j'imagine, des restrictions dépendamment de l'arrondissement ou peut-être dépendamment de l'immeuble? Non, il y a, si tu veux, dans le cadre des baux en location, il y a toujours eu une forme de bail qui correspond peu ou prou à ce qu'on appelle la location aujourd'hui Airbnb. C'est la location meublée, tout équipée. Celle-là, elle existe en loueur meublé professionnel depuis toujours. C'est-à-dire que les valeurs, d'ailleurs, sont souvent très élevées parce que c'est une location clé en main. Ouais. Après, le Airbnb, aujourd'hui, il a été légiféré en France et donc on doit avoir de la commercialité pour pouvoir faire cette activité. Ça veut dire que, je te donne un exemple, si tu dois acheter en fait une surface de bureau pour la transformer en Airbnb. Pour que tu justifies d'une activité commerciale, il faut acheter de la commercialité. C'est abstrait la commercialité, mais pour pouvoir justifier de faire cette activité-là de Airbnb. Donc, c'est un moyen pour la ville de Paris, si tu veux, de classifier cette activité comme activité professionnelle. Ceux qui ne le font pas, à ce moment-là, ils peuvent avoir des amendes importantes, des amendes forfaitaires. Et donc, après, on a une petite nuance, et pas des moindres. Quand tu loues ta résidence principale, tu as toujours le droit de louer 120 jours par an. Donc, souvent, les gens utilisent cette législation pour pouvoir louer leur propre appartement 120 jours par an. Voilà. Très intéressant. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut... Disons, par exemple, là, on est... Bon, le podcast sortira bien plus tard, mais... On est dans la période des Jeux Olympiques en ce moment, donc est-ce que tu dirais que la majorité des Parisiens vont probablement sous-louer leur appartement dans ce cas-là? Alors, attention, tu as dit sous-louer l'appartement, la sous-location est interdite en France. Okay. Donc tu peux louer que l'appartement qui t'appartient, dont tu es propriétaire. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, mais en tous les cas, oui, beaucoup utilisent pendant cette période qu'on est en train de vivre cette possibilité-là de louer leur appartement en résidence principale pour les Jeux Olympiques. C'est une manne financière supplémentaire pour eux, bien sûr. Ok. Je voulais, on a parlé aussi de quelques stratégies d'investissement que vous avez. Est-ce que tu pourrais un peu nous détailler cette stratégie-là? Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que c'est beaucoup de l'achat, rénovation, revente? Ou est-ce que vous utilisez d'autres… Non, le métier de l'immobilier, si tu veux, on fait cette activité depuis une 50aine d'années. C'est une activité de père en fils. L'activité en elle-même n'a pas changé. Le métier en lui-même n'a pas beaucoup évolué. Après, il y a des dispositifs qui changent un petit peu, mais la base, c'est celle que tu viens de décrire. Achat, travaux, dans le cadre d'un opérateur marchand de biens, revente. Dans le cadre, après, patrimonial, achat, travaux et portage long terme. Voilà. Donc ça, si tu veux, c'est une ligne qui n'a pas changé, qu'on continue d'avoir. Et nous, on a cette souplesse de faire à la fois le marchand, d'acheter, de revendre, mais aussi d'acheter, de garder. Donc on n'a pas de contrainte particulière, si tu veux, par rapport à cette activité-là. Donc on fait un peu ce qu'on veut.
En fonction du deal qu'on a, on choisit de garder ou de ne pas garder. Voilà. Et après, je te donne certaines anecdotes où on a fait des opérations, j'ai pu réaliser des opérations où au moment où j'achète, je fais les travaux, ou avant même d'avoir fini d'acheter, j'ai déjà revendu le bien. Okay. Donc parfois, quand tu as des opportunités, puisque c'est un métier d'opportunité, on peut se laisser faire et faire un achat et revendre 6 mois après, prendre un bout de la marge et passer à autre chose. Tu vois ? C'est ça le vrai métier de l'immobilier, c'est d'être conscient des opportunités qui se présentent à toi. Oui, 100%. Donc il y a un peu de ça, il y a un peu de patrimoine, c'est un mix de tout ça. Alors, de notre côté à Montréal, il y a un système, je ne sais pas si vous l'utilisez aussi avec les banques ou avec des prêteurs privés, ça s'appelle le refinancement. Donc, rapidement, c'est, disons que tu achètes une propriété, disons un 8plex, donc 8 logements, tu l'achètes à un certain prix. Au moment où tu arrives à donc, revaloriser l'immeuble, à lui redonner de la valeur, tu peux repartir à la banque et lui dire voilà, j'ai loué les appartements, ils étaient loués disons à peu près 30 000 $ par année pour la totalité. Aujourd'hui, j'ai doublé ou j'ai triplé. Donc à ce moment-là, la banque elle va te dire d'accord, donc la valeur de l'immeuble a augmenté, je peux te donner un nouveau mortgage, donc une nouvelle hypothèque qui équivaut peut-être, ils pourront te donner peut-être entre 50 à 60, 70% de la valeur du bien. Est-ce que vous, ça existe de votre côté? Est-ce que vous le faites? Alors, oui, on le fait de notre côté et oui, on le fait parce que quand nous, on achète l'opération ou un immeuble en amont, on amène tout notre savoir-faire, que ce soit les travaux ou la recherche d'un locataire quand il s'agit d'un immeuble de bureau. Et donc, on améliore le loyer à la fin. Et après, une fois qu'on a fini ce travail-là, effectivement, on refinance en long terme auprès de la banque partenaire pour pouvoir le conserver sur le nouveau loyer et l'amélioration qu'on a fait de l'immeuble. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc ça existe aussi ici à Paris. Ouais. Parfait. Et le timing, tu dirais que ça prend combien de temps? Est-ce que ça serait entre 1 an à 2 ans? Est-ce que ça serait plus? Ça dépend du cadre, ça dépend de l'opération en fait, si tu veux. Ça dépend des travaux à engager et de la recherche du locataire à réaliser. À Paris, ce qui est sûr, c'est que pour obtenir des améliorations de loyer importantes, il faut que tu aies au démarrage soit un immeuble qui est vide, soit un immeuble qui est avec un multilocataire, avec plusieurs locataires dans chaque étage de bureau. Donc ça peut prendre un peu de temps. C'est ça que j'allais te dire, parce que de notre côté aussi, même chez vous, j'imagine, c'est très rare d'acheter un immeuble et de trouver des logements vides. Non, ça n'existe pas. Donc il y aura toujours des locataires chez vous, j'imagine. Il y a toujours des locataires, il y a un timing. On table généralement les opérations sur 4 ans ou 5 ans. Voilà, c'est ça le timing précis. Et effectivement, quand on a un immeuble, on l'achète, souvent il est plein, que ce soit un immeuble de bureau ou un immeuble d'habitation. Oui. Donc il faut amener un savoir-faire pour pouvoir, pour pouvoir évincer le locataire en place, pour pouvoir refaire des travaux et relouer. Ou alors évincer un appartement, pareil, même, que ce soit pour le bureau ou l'autre, dans le même cadre. Et dans quel cadre ça se passe chez vous? Parce que j'imagine qu'il y a un cadre légal et bien sûr. On intervient dans une discussion avec, par exemple, en habitation. On va voir un locataire, on lui dit voilà, monsieur, vous avez un appartement, vous avez un bail, vous avez des droits, parce que c'est important en France d'avoir des droits et de les respecter, aussi bien du côté du locataire que du côté du propriétaire. Et donc on lui explique que on est nouveau propriétaire de l'immeuble, qu'il a 6 ans devant lui depuis qu'on est propriétaire, depuis qu'on est devenu propriétaire, et qu'au bout de la 6e année, on va lui envoyer un congé pour qu'il parte. Mais nous, dans ce laps de temps de 6 ans, ça s'appelle la loi Aurillac. On a la capacité de discuter avec lui et de pouvoir lui proposer une éviction, c'est-à-dire une rémunération pour qu'il quitte les lieux, tout simplement. Et à ce moment-là, dès qu'il est d'accord, on fait un protocole de libération anticipée qui va nous permettre de lui donner du numéraire, de l'argent, en 2 parties, à la signature du protocole et à la libération de l'appartement. Et ce protocole-là, cette éviction, ce qu'on appelle une éviction, elle est nette d'impôts. Donc c'est un des arguments qu'on amène pour le locataire pour pouvoir lui proposer de partir. Voilà. Généralement, ça prend du temps. Ouais. Donc là, on a l'immeuble dans le 9e dont on a parlé ensemble, on a évincé par exemple, ça c'est un travail que je réalise moi-même. Parce que c'est délicat. C'est très délicat, ça prend du temps, il faut discuter, c'est très long.
On a sorti comme ça, grâce aux évictions, une dizaine de locataires sur une période de 24 mois. J'imagine que tu te donnes un budget aussi par rapport à ça, parce que… Au démarrage de l'opération, on a une ligne éviction qu'on prévoit en amont pour sortir les locataires. Donc ça dépend aussi de l'âge des locataires, puisqu'il faut qu'ils soient plus ou moins jeunes. Les personnes âgées, on ne les embête pas trop, on sait qu'on va les garder ad vitam aeternam. C'est ça. Tu comprends ? Donc ça prend du temps, mais ça fait partie du relation. Si tu veux, dans l'immobilier, les gens oublient beaucoup que c'est un métier humain et c'est un métier de contact. Donc le vrai travail, c'est celui-là, c'est d'aller voir les locataires, de discuter avec eux, de se mettre à leur niveau, de voir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il y a un aspect aussi un peu social. Ah oui, non, pas lié aux difficultés qu'ils rencontrent parfois. Oui, non, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a 2 points que j'avais envie de soulever de ce que tu as dit par rapport à nous, parce que tu as dit la loi sur les 6 ans. Est-ce que ça veut dire que de votre côté, au bout de 6 ans, une fois que vous avez acheté le bien, vous avez le locataire, si vous lui avez donné un préavis, est-ce que ça veut dire que c'est un préavis de 6 ans? Ce n'est pas un préavis de 6 ans, si tu veux, c'est une prolongation de son bail, plus précisément. À partir du moment où nous, les professionnels, on achète un immeuble, on proroge automatiquement les baux d'habitation de 6 ans et il y a 1 an de latence. Donc en fait, c'est 6 plus 1, ça fait 7 ans en fait. Et donc, on ouvre le droit au locataire de rester 7 ans dans l'appartement. Ok. Et à ce moment-là, effectivement, à l'issue de ces 7 ans, on envoie un congé quelques mois avant pour qu'il puisse libérer l'appartement. Et on propose à ce moment-là de partir, mais sans rien, sans éviction. Okay. Donc on leur laisse plusieurs possibilités quand on va les voir en réalité. On leur laisse 3 options. La dernière que je viens d'évoquer, c'est de rester tranquille jusqu'à la fin du bail. La deuxième, c'est de partir tout de suite ou de se mettre d'accord sur une date de départ avec un chèque de banque pour pouvoir partir. Et la troisième possibilité, c'est d'éventuellement d'acheter le logement. Voilà. C'est aussi une possibilité qui leur est possible. Ok, donc c'est très différent de chez nous. Chez nous, ça n'existe pas cette loi-là sur les 6 ans. De notre côté, une fois qu'il a signé le bail, disons qu'il a signé un prix X, c'est pas parce que le propriétaire change que le droit change. Le droit change. Mais nous aussi. Donc, c'est le vrai problème. Je te coupe parce que c'est effectivement, c'est pas le problème, hein, mais c'est exactement la difficulté qu'on peut effectivement rencontrer. Excuse-moi, parce qu'on a dans ce cadre-là la même problématique que dans n'importe quel autre pays. C'est toujours la même difficulté. Et de ce fait, dans nos cadres de loi, on est obligé de faire cette démarche-là. Et effectivement, tu as raison, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, tu signes un bail, ça ne change pas, le bail continue, que le propriétaire change ou pas, les droits du locataire sont les mêmes et ils sont beaucoup plus réduits que ce que l'on a, nous, par rapport à nous. C'est ça, parce que tu peux lui faire une augmentation annuelle, il n'y a pas de problème sur ça. Bon, bien sûr, c'est réglementé, chez nous, c'est autour de entre 3 à 5%, dépendamment des rénovations, des travaux. Oui, il faut qu'il y ait une contrepartie de travaux. Des taxes municipales, etc. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais nous-mêmes, ou vous, le propriétaire, n'a pas le droit de juste venir voir le locataire et lui dire, voilà, dans 6 ans, tu dois partir. S'il veut rester et continuer à payer son loyer à temps et il n'a pas de problème et tu ne vas pas au tribunal avec lui pour, disons, des retards de paiement ou quoi que ce soit, il peut rester là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, c'est ça, mais nous aussi. On a, si tu veux, il y a le droit du locataire qui est il peut être maintenu dans les lieux sans aucune difficulté. Après, notre travail à nous, c'est d'essayer de chercher de la valeur. Pour chercher de la valeur, il faut que tu puisses rentrer dans l'appartement, faire des travaux. Quand il est occupé, c'est toujours bien compliqué. C'est même pas possible. C'est même pas possible. On peut faire des choses, mais pas tout. En tous les cas. Donc effectivement, c'est toujours un peu complexe, mais c'est vraiment notre support, notre savoir-faire, c'est les locataires. C'est de pouvoir rentrer en discussion avec eux et de leur expliquer les droits qu'ils ont, les possibilités qu'ils s'offrent, qui puissent être mis en œuvre pour eux, s'ils souhaitent acheter, s'ils souhaitent partir. C'est ça en fait. Le vrai métier, comme on me l'a appris, c'est celui-là. Acheter
Après, dans des conditions particulières, avec des locataires, il n'y a que nous, professionnels de l'immobilier, qui sachons, qui plutôt savent comment gérer ce type d'actifs avec ce type de locataire dans la durée, que ce soit pas trop long, parce que le temps coûte cher aussi, et nous on est des opérateurs, donc on doit aller vite. Donc ça dépend de tout ça. Et c'est tous ces critères-là, si tu veux, qui font qu'une opération à la fin, elle est plutôt bien ou plutôt moins bien. Donc c'est si tu vas vite, si les locataires arrivent à partir plus ou moins facilement et plus ou moins rapidement, si derrière on peut faire les travaux et si derrière on peut vendre ou relouer. D'ailleurs, ça dépendra de l'option qu'on choisira sur l'opération qu'on réalise. Parfait. Ok. Alors, je voulais qu'on rentre un peu dans d'autres thèmes, toujours un peu dans la comparaison entre le Canada et la France, Paris en l'occurrence. Au niveau donc du processus de location, comment ça se passe de votre côté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prédéfini? Combien de mois vous demandez à l'avance? Est-ce que vous demandez des mois en avance? Est-ce que vous demandez une caution? Est-ce que c'est le premier du mois et ensuite… Alors tout ça c'est contractuel si tu veux. C'est-à-dire que les baux d'habitation sont régis par la loi de 89, du 13 juillet 1989. Et donc on a un cadre légal où on demande un mois de dépôt de garantie, où on convient d'un terme pour les paiements du loyer, c'est mensuel. Après, on peut choisir avec le locataire à quel moment du mois ça peut être prélevé ou payé. Donc après, tout ça, c'est contractuel. Mais ce sont des baux généralement de 3 ans. Ah, donc c'est 3 ans minimum. Renouvelables automatiquement pour des baux d'habitation vides. Si on est dans le cadre de meublé, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un maximum de 9 mois renouvelables. Donc tu fais une période de 9 mois, ensuite tu renouvelles. Okay. Mais les baux d'habitation régis par le code, le code du 13 juillet 1989, donc c'est pour les baux d'habitation vides. Voilà. Et là, c'est 3 mois renouvelables automatiquement. Et quand nous, on achète, figure-toi, c'est que quand nous, professionnels de l'immobilier, on achète, qu'il y ait un changement et qu'on passe sur 7 ans au lieu des 3 ans. Parce que c'est une société, c'est pas… Les baux, si tu veux, quand c'est une société qui achète un immeuble d'habitation, on repart pour 7 ans. Parce qu'on est une société professionnelle de l'immobilier, alors on doit rentrer dans un cadre de loi qui est différent du bail de 89 d'habitation classique. Et on rentre dans le cadre de la loi Aurillac qui nous oblige à proroger les baux en cours de 7 ans. Est-ce qu'au niveau commercial, c'est la même chose ou est-ce que c'est un minimum de 5 ans à 10 ans? Alors, concernant les baux commerciaux, c'est un peu différent parce qu'on rentre dans le cadre d'un bail qui est plus, je dirais, plus classique pour les baux commerciaux. Et après, c'est pareil, les baux classiques pour les commerces et les bureaux, c'est des 369. Après, il peut y avoir des dérogations où on peut faire un 10 ans ferme. Après, c'est pareil, c'est une convenance. Mais on est dans un cadre juridique qui n'a plus rien à voir avec de l'habitation, puisqu'on est dans du commercial pur. Et là, c'est pareil. Mais le classique, c'est 369. Parfait. Et après, il y a des différences, bien sûr, sur les garanties nécessaires. Parce que dans une boutique, par exemple, on demande généralement 3 mois de dépôt de garantie, 3 mois de loyer d'avance, puisque c'est un paiement au trimestre. Et après, on demande une garantie pendant toute la durée du bail, qui garantit le paiement des loyers. On demande une espèce de caution. Alors, ça dépend, 6 mois, 1 an de loyer pendant toute la durée du bail qui sont bloqués à la banque. Voilà. Et au niveau des augmentations, est-ce que ça se passe donc à la fin de chaque bail, j'imagine? Est-ce que c'est renouvelable à l'année? Alors, il y a des augmentations, tout ça se fait automatiquement maintenant avec les logiciels. On a des augmentations par rapport au coût de la vie. Oui. Donc, il y a des indices, que ce soit d'ailleurs dans l'habitation ou dans le commerce. Et ça se fait automatiquement. C'est tout à fait visible. Il suffit de se renseigner et c'est calculé automatiquement. Ça peut être à la hausse comme à la baisse. On pense toujours à la hausse, mais ça peut être aussi à la baisse. Et c'est qui réglemente ça? Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'INSEE. Ok, oui. C'est l'institut qui vérifie tous ces indices par rapport au coût de la vie, au coût de la construction et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de moyen de négociation au niveau du locataire? Alors non, parce qu'à partir du moment où tu signes un contrat au démarrage, tu restes dans le cadre de ce contrat. Quand le bail il expire, par contre, là, on peut avoir une renégociation avec le locataire. Et le locataire avec son propriétaire et le propriétaire avec son locataire. Quand tu fais un bail de 10 ans ou de 12 ans ou de 9 ans,
Ouais. Et que tu arrives au terme, il y a une période de déplafonnement. Donc soit on repart à zéro, on rediscute, parce que les indices sont tellement augmentés qu'à la fin, ils payent un loyer qui est important. Voilà. Donc après, il y a une discussion, une négociation après qui peut intervenir avec le locataire, qui doit intervenir avec le locataire. Okay. Dernier sujet sur ces thèmes-là, je voulais qu'on parle bien sûr de l'état actuel de l'immobilier parisien, la fourchette de prix. Comment tu vois en ce moment ce marché se développer? J'ai écouté parce que hier, je faisais des interviews dans la rue, donc à chaque fois que je parlais à des gens, bon, j'ai pris beaucoup de refus aussi. Je n'ai pas l'habitude au Québec. D'habitude, les gens sont plus oui, vas-y, on peut parler, Oui. etc. Ici, j'ai trouvé qu'ils étaient un sur peu la plus réserve. fermés. Donc, et bon, le peu de gens que j'ai réussi à parler, ils m'ont dit que j'ai eu pas mal de propriétaires, j'ai eu de la chance, mais ils m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était en déclin sur les 9-8 derniers mois. Oui, la raison est très simple en fait. Si tu veux, il y a eu une activité qui était assez importante il y a plus de 12 mois, 18 mois, les taux étant très très faibles. Donc il y avait un impact important sur les acquisitions immobilières. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, bien sûr, parce que les taux ont augmenté, ils sont en train de redescendre tranquillement. Et donc ça a bloqué un peu les ventes. Mais une chose est certaine, ça va redémarrer. On a fini un cycle, on va redémarrer un nouveau cycle. Les prix à Paris, si tu veux, la moyenne déjà, elle est aux alentours des 9 000 € du mètre. Après, ça c'est une moyenne nationale. Quand on va dans le détail, on parlait tout à l'heure du 9e, les ventes à 14 000, tu peux avoir des ventes encore aujourd'hui qui sont assez élevées parce que, par exemple, l'ouest parisien, 8e, 16e, 17e, 9e, par exemple, sont des quartiers qui sont toujours aussi recherchés. Et puis, les activités de chacun, a priori, sont pas forcément au beau fixe dans beaucoup d'activités. Donc, le choix de déménager, c'est un choix très réfléchi, ou le choix de s'agrandir. Donc, ça prend beaucoup de temps et souvent, on attend que les taux s'améliorent pour pouvoir mettre en œuvre le projet qu'on a. Ouais. D'ailleurs, au téléphone, quand on s'est parlé la semaine dernière, tu sais, tu me parlais de cap. J'imagine que c'est surtout au niveau locatif. Donc, est-ce que tu peux juste détailler un peu ça? Parce que de notre côté aussi, c'est très différent par rapport à ça. Par rapport tu parles du cap du prix du loyer. Oui, le loyer, alors, dans la ville de Paris, donc, a capé quelques loyers. On ne peut pas dépasser un certain montant, à part si, comme au Canada, on fait des travaux importants dans le logement. Donc, il y a des arrondissements où tu ne peux pas dépasser un certain montant. Donc, c'est accessible, tu as un tableau avec le prix maximum majoré et ainsi de suite. Donc, tu dois respecter un certain formalisme et un certain loyer par rapport à tes locataires. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens font de la location meublée ou de la location professionnelle en Airbnb parce qu'ils veulent que le loyer ne soit pas capé. Pas capé. Donc, générer un maximum de revenus. Voilà. Okay. Mais nous, quand on achète un immeuble, les loyers sont généralement pas très très élevés. C'est la raison pour laquelle on va les voir pour qu'ils libèrent l'appartement pour pouvoir améliorer derrière la situation. Parfait, parce que de notre côté, c'est assez différent. Ça veut dire qu'au niveau résidentiel, disons que tu achètes un immeuble et que tu te retrouves avec des loyers bas, ça reste le même processus que vous, mais si tu veux re-signer un bail, même si tu as fait des améliorations, etc., il faut quand même qu'au moment où tu signes le bail avec ton nouveau locataire, il y a une clause G, elle s'appelle, il faut inscrire donc le loyer le plus bas sur les 12 derniers mois seulement. Ça veut dire que si tu avais un locataire il y a 5-6 ans qui payait, disons, 600 €, tu ne le mets pas. Mais si dans l'année, c'était toujours ce prix-là… Il faut l'indiquer. Il faut l'indiquer. Alors, on a un loyer de référence, ça s'appelle un loyer de référence. On a cette possibilité-là aussi de le faire. On ne peut pas imaginer que tu loues demain un truc qui vaut 1 000 € par mois, le louer 2 000 € par mois. Donc, c'est un loyer de référence. Donc, on rappelle le loyer de référence. Donc, c'est très codifié, très réglementé sur les locations vides, encore une fois. Hein. C'est pas, après, on a un phénomène pour sortir du cadre, des loyers plafonnés. Il y a une solution, c'est aussi, après, souvent ça se passe comme ça avec les compagnies d'assurance. Ils louent, les institutionnels louent aux entreprises qui installent leurs dirigeants. Donc on rentre dans un cadre de bail qui est différent. Et là, on est dans les baux du code civil. Donc c'est la société qui loue l'appartement pour son dirigeant. Et là, on n'a plus de loyer capé.
Ok, donc ça permet de faire un upside. Il y a des petits raccourcis. Des raccourcis. Ok, super. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec grand plaisir. Grégory, d'avoir accepté mon invitation. On va bientôt finir le podcast. Je voulais juste qu'on finisse un peu sur si tu pourrais nous donner peut-être des conseils pratiques pour éventuellement des gens qui aimeraient investir donc, à Paris. Comment tu verrais un peu l'avenir et est-ce que tu aurais peut-être des choses à éviter aussi avec toutes les années d'expérience que tu as, j'imagine? Moi, le premier conseil, si je peux vous en donner un, c'est d'abord d'investir et de continuer d'investir malgré les situations qu'on peut rencontrer, que ce soit en France, en particulier en France. Il faut continuer d'investir parce qu'il faut continuer de capitaliser. C'est ça la clé dans l'immobilier, c'est capitaliser. Quand on achète une résidence principale ou une résidence secondaire, quelque part, on met de l'argent de côté et on capitalise, on thésaurise son argent. C'est ça l'idée en fait. Et avec après l'évolution du marché, ce qu'on a capitalisé, ça peut se multiplier par, ça dépend de comment on achète, si on achète bien, mais on peut faire en règle générale du x2, à minima, sur les bonnes acquisitions qu'on peut réaliser. Donc à Paris par exemple, que ce soit résidence principale, résidence secondaire ou investissement, c'est une manière de, si tu veux, de mettre un peu d'argent de côté. Et à la fois d'avoir un pied à terre. Donc c'est un mix des deux. Voilà. Et les conseils, c'est toujours le meilleur conseil que je peux donner dans l'immobilier, parce que c'est assez général, mais c'est de bien s'entourer et d'être accompagné d'un bon notaire, d'un bon agent immobilier pour pouvoir verrouiller une acquisition sur Paris. Voilà. Parfait. Dernière question que je voulais te poser, est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a un podcast ou est-ce qu'il y a un livre que tu es fan? Est-ce que tu es plus audio? Est-ce que tu es plus… Moi, j'écoute beaucoup d'audio j'en ai pas en tête là, mais moi je discute beaucoup parce qu'on a beaucoup de cocktails, de rendez-vous entre professionnels et je parle beaucoup avec les anciens. Parce que les anciens, ils ont déjà connu notamment quelques très très beaux succès, quelques crises aussi. Donc ça me permet toujours d'échanger avec ces gens-là parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience encore que moi. Et ça nous laisse parfois des possibilités de ne pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et dans le cadre de situations telles qu'on les connaît aujourd'hui, avoir des conseils de leur part, ça vaut tout l'or du monde. Oui, j'en doute pas. Merci beaucoup Grégory. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité dans vos super locaux. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci à tous. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai bien sûr les informations de Grégory dans la description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.